Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot. Le Moritero également présent pendant l'Euro 2016, tous les jours du lundi au vendredi sur RBS 17h-18h pour parler de l'actu de la compétition. C'est déjà la 4e semaine, donc on tient bon, on tient le choc et on est là en studio aujourd'hui avec un peu moins de température puisqu'il y a une clim désormais, donc c'est formidable, c'est du grand art, on a que 26 degrés, 27, ça augmente, la température monte avec en studio Fred. Salut Fred. Salut, ça va. Et Cédric qui est là également pour parler de ce qui s'est passé ce week-end, la qualification de l'équipe de France bien sûr, mais pas seulement, il y a eu beaucoup d'autres matchs, il y a eu les 4 quarts de finale. On va peut-être pas tout aborder aujourd'hui puisque demain et après-demain c'est jour de pause, donc on aura aussi des munitions pour évoquer les matchs demain et après-demain avant les demi-finales qui auront lieu déjà mercredi et jeudi puisque ça commence dès mercredi. Portugal, Pays de Galles et France contre l'Allemagne bien sûr, France-Allemagne à venir jeudi à Marseille. Alors on va tout de suite démarrer cette émission de manière très logique. On va évoquer le match d'hier, le match que tout le monde a vu, 17 millions de téléspectateurs d'après les audiences officielles, mais sans beaucoup plus évidemment puisque on peut être à plusieurs derrière une télé. On était derrière la même télé, Fred d'ailleurs, pour ce match, une première mi-temps. On était devant même la télé. J'ai dit quoi? On était derrière la télé. Ah, j'ai dit derrière. Tu vois moins l'image. C'est pas la première fois que tu fais ce lapsus. D'accord, derrière la télé. Non, c'est devant la télé. C'était là pour la réparer en fait. On était là derrière et puis on regardait pas les images, on se contentait des. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a tourné le dos au terrain. C'était bon, c'était ils étaient rentrés en claquette en deuxième mi-temps. Ils étaient rentrés en claquette selon Fred. Alors Cédric, il a fait plein de schémas, etc. pour expliquer certains aspects, mais peut-être de façon générale sur ce match. Beaux schémas, d'ailleurs. Ah, des beaux schémas. C'est dommage qu'on soit à la radio. Alors on les postera sur le Facebook du Morito Football Club si Cédric le veut bien, s'il lâche le copyright. Voilà, alors des schémas avec des flèches dans tous les sens, comme vous voyez dans les journaux, mais en mieux a priori, puisque ça conteste un petit peu la version de l'équipe, si j'ai bien compris. L'équipe et certains médias qui... Après, mais certaines choses aussi que moi j'ai pu voir pendant le match, parce que les caméras des fois nous montrent des angles qui veulent pas toujours dire la vérité. Alors il faut reprendre un petit peu les bases, le ralenti et regarder peut-être un angle plus large pour pouvoir vraiment voir ce qui s'est passé sur l'action. Oui, alors effectivement, c'est vrai que le défaut de la télé, c'est qu'il y a des plans assez courts. J'ai accusé Patrice Evra à raison sur des choses, à tort sur d'autres, notamment sur le second but. Alors, mais c'est quoi la tendance générale? Il fracasse Umtiti. Umtiti s'est fait un peu fracasser, Evra aussi. Par contre, Pogba s'est fait saluer. C'est là où moi je vais un petit peu le fracasser là-dessus. Ouais. Voilà, Payet aussi un petit peu sur le travail défensif. Ça, je suis d'accord, Payet. On y reviendra. Alors peut-être déjà pour lancer l'analyse de manière générale. Après, on rentrera dans le détail des schémas, etc. Qu'est-ce qui explique que la France ait réussi autant cette première mi-temps, 4-0? On avait vu une équipe de France plus timide dans les débuts de rencontre. Sur les matchs précédents, et là cette fois 4 buts au fond des caisses, un festival en première mi-temps. Fred? Pour moi il y a 3 éléments pour gagner une compétition comme l'Euro ou une Coupe du Monde. Faut du talent, faut de la fraîcheur physique, et faut de la force mentale. Oui, alors le mental très important toujours. Pour moi tu vois, le mental par exemple, c'est ce qu'a pas eu la Belgique. Ouais, il y a eu la tactique aussi qui est rentrée en jeu avec des schémas. Pour moi, après la tactique c'est secondaire. D'accord. Pour moi, c'est les 3 éléments. L'état d'esprit en fait. Et c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire savoir garder un groupe cohérent, savoir ne pas froisser les égos, savoir également tenir les gens mobilisés, et en même temps, a fortiori quand tu affrontes l'Islande, que tu t'appelles la France, que t'es censé t'es censé les battre, que si tu les bats pas, c'est une catastrophe nationale. Ouais, ça c'est pas évident à gérer. C'est pas évident à gérer, et c'est pour ça moi ça m'énerve quand on critique Deschamps. Deschamps, il est très fort sur ça. Mais qui critique Deschamps sur quoi là? J'ai pas compris. Enfin, je te parle sur ces dernières semaines quoi, où toi on a tendance à un peu à se foutre de sa gueule. Ah bon, j'ai pas trop entendu. Des trucs. On peut le titiller sur certaines choses. On peut le titiller sur certaines choses. Moi, sur ces 3 piliers, je trouve qu'il s'est pas fait défoncer autant qu'un Jacquet ou qu'un Domenech. Je trouve que la presse, que les commentaires sont plutôt sympas envers Deschamps. Domenech, c'était après coup. Domenech, pendant il se prenait quand même. Jacquet, je suis quand même d'accord. Jacquet et Santini.
Alors c'était pas ma question à la base. Ma question c'est pourquoi l'équipe de France contre l'Islande mène 4-0 à la mi-temps et pourquoi contre l'Irlande voilà c'est 0-1. Pourquoi est-ce qu'il y a cette attitude différente, ce stress peut-être plus important contre l'Irlande et pas contre l'Islande? Pourquoi? Parce qu'on est prêt. Là on est prêt au combat. C'est-à-dire je pense qu'on a su gérer pleinement le tournoi au niveau de l'aspect physique. C'est-à-dire qu'on a avancé les étapes sans trop se fatiguer. D'ailleurs, Evra l'a dit en conférence de presse, on est frais comme des gardons, on n'est pas fatigué. Donc je pense que physiquement là, ils sont au top. Mentalement, ils ont su respecter cette équipe d'Islande. Et c'est ça, je veux leur rendre hommage parce qu'ils les ont pas pris pour des cons, contrairement aux Anglais. Il y a eu un avertissement. Il y a eu un avertissement. Ils ont profité justement de ce qui s'est passé. Mais il y a déjà eu des précédents où on voyait, tu vois, la Grèce, il y avait déjà eu des avertissements aussi. Et il y a quand même le Portugal et les Tchèques qui sont passés. Il y a eu d'autres exemples dans l'histoire qui ont montré que c'était le match piège par excellence. Ce match, c'était un match piège contre une équipe qui est très bonne, contre une équipe qui a gagné 2 fois contre les Pays-Bas en éliminatoire, qui a battu la Turquie, qui a battu l'Autriche que certains voyaient vainqueur ou finaliste, qui a battu qui a fait nul contre le Portugal, qui a battu l'Angleterre. Voilà, l'Islande c'était une équipe tout à fait sérieuse, c'était le match piège par excellence. Et voilà, la France a abordé ce match parfaitement et je pense, à contrario, que les Islandais l'ont très mal abordé. J'ai cru entendre des interviews justement, notamment du coach, qui disait que certains avaient bien fait la foire après l'Angleterre. Il était un peu énervé par rapport à ça. Ça se sentait aussi un petit peu. Alors moi perso, justement par rapport à cet état d'esprit-là, j'ai senti aussi, moi pendant la compète par exemple, le gardien m'a bien plu. Je le trouvais complètement dedans, vraiment, et notamment sur les 2 premiers buts, j'ai l'impression que le mec il est même pas sur le terrain. Tu sais, j'avais l'impression qu'il avait pas la même présence qu'il avait lors des derniers matchs, parce que franchement contre l'Angleterre, t'avais l'impression que le mec dans les 8-10 mètres, il était là, il était sur les sorties, il anticipait. Et puis c'est peut-être pour ça qu'il joue à Molde et pas en Angleterre par exemple. Je sais pas s'il joue à Molde, je crois qu'il joue en Norvège, mais alors peut-être qu'il était en sur-régime par rapport à un petit peu par rapport au fait que ce soit il joue sa vie, etc. Peut-être qu'il y a eu un relâchement aussi, mais il n'y a pas que lui, la défense aussi a un petit peu été un peu plus, on va dire un peu moins guerrière que d'habitude, un peu moins aguerrie, un petit peu moins vicieuse aussi. Je l'ai trouvé un peu comment dire, c'était moins dans le match que contre l'Angleterre, que contre les matchs précédents. Ouais, je les ai trouvés moins préparés, plus difficile pour eux, moins bien préparés, je trouve. Je suis pas forcément d'accord. L'entame est pas bonne en tout cas. L'entame est pas bonne, c'est clair. Les 10 premières minutes sont pas si mauvaises, Oui. Les 10 premières minutes, et puis après les Français ont commencé à maîtriser le ballon, on commence à conserver le ballon, et puis ça a été Oui, c'est ça, ils ont chuté vite. Voilà, ils ont shooté, l'Angleterre avait marqué sur sa première occasion aussi. D'ailleurs, j'ai une question, moi j'ai pas vu le ralenti à ce moment-là, j'étais en train de faire autre chose. Il est hors jeu, Giroud, ou pas? S'il y a eu débat ce matin, je crois pas, non. Il y en a, ils me disent, j'ai vu machin, il est hors jeu, et il y en a, ils disent, non, il l'est pas. Et moi, j'ai vu juste un angle où j'ai pas vu de ralenti. Franchement, ça m'a pas marqué, je sais pas du tout, j'ai même pas lu. C'est vrai qu'il parle à la limite, mais. Ouais. Alors apparemment sur les chaînes allemandes ou je sais pas quoi, la caméra est différente. Alors ils ont dit non mais peut-être un poil de cul hors jeu, je sais pas ça. Je sais pas. En tout cas voilà. On n'a pas encore le hors jeu là une technologie. Donc non mais globalement il y avait un petit débat là-dessus. Non mais on a su prendre le match comme il fallait le faire. Il fallait leur rentrer dans la gueule. Je pense que quand tu mets Sissoko d'entrée, les choix, c'est quand même un message. Alors parlons des choix effectivement. Outre l'aspect mental, l'aspect d'être prêt ou d'être pas prêt, ou une équipe en face peut-être un peu déjà fatigué par la brinque des jours précédents, je ne sais pas, mais en tout cas voilà les choix de Deschamps. Sissoko aligné d'entrée par exemple, et le 4-2-3-1 si on peut dire, parfois 4-4-2, enfin peu importe le système, mais les choix de Deschamps, est-ce que ça a influé véritablement ce résultat, Cédric? Certainement, mais c'est vrai que perso avant le match, quand on discutait un petit peu avec des potes, je disais moi d'entrée je mettrais Sissoko pour amener de la puissance, parce que c'est un peu ce qui a manqué notamment aux Anglais, et c'est là où tu te sers aussi du match d'Angleterre pour voir un peu ce qui est. Regarde Rashford qui a mis un peu de puissance, un peu de vitesse, en 5 minutes il leur a fait un petit peu mal. C'est là où tu dis Sissoko c'était le bon profil. D'accord. Perso c'est là où j'avais un petit peu titillé Deschamps la dernière fois, où je trouvais que Löw faisait des choix un petit peu plus direct, et on m'avait dit non, Deschamps s'adapte constamment. Je suis pas forcément d'accord, il fait pas forcément tout le temps des choix par rapport à l'équipe adverse, mais plus par rapport, on va dire, à une gestion interne. Là il a fait vraiment des choix en fonction de l'adversaire, et ça a payé.
Et j'ai trouvé ça culotté et bon. Et on y reviendra aussi sur Joachim Löw qui a fait aussi des choix très osés vis-à-vis de l'Italie et qui ont été payants. Löw, il a quand même progressé, c'est une parenthèse, mais tactiquement entre 2012 et son match contre l'Italie où il avait fait n'importe quoi. Là. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant. Il était passé à côté. Il a tiré les leçons de ses échecs, c'est vraiment l'entraîneur en pleine progression. Et c'est exactement ce qu'on disait avec Sergio, on parlait de la tactique qu'on mettrait face à l'Italie, et en fait c'est exactement celle-ci. Donc voilà. Mais par rapport à ce que Deschamps a fait... Non, nous ça nous paraissait cohérent. Après on pouvait se tromper, hein. Mais voilà, en tout cas c'est ce qu'il a tenté et après ça lui a réussi. Après ça se trouve en 4-2-3-1 il a aussi gagné. Mais par rapport au choix notamment de Sissoko, ça me semblait presque impératif. Parce que le replacement de Pogba un peu plus bas maintenant, Kanté qui était suspendu, Cabaye aurait été un choix aussi intéressant. Ouais, c'est voilà. plus dans le jeu long Cabaye, mais c'est vrai que là c'était plus le choix, on va à la base. Par contre le choix Umtiti, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Alors je crois que Fred voyait Sagna, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui pensaient Mangala. Moi aussi j'étais Umtiti en Mangala, on était plutôt sur Umtiti. On était plutôt sur Umtiti, vu ce qui se disait sur Mangala. Après ce qui se disait. Voilà, il est pas dans le coup en ce moment. Ils l'ont fait rentrer dans les 20 dernières minutes, c'était clairement pour préserver Koscielny, pour éviter qu'il prenne un deuxième carton. Ce qui était bien joué, tout comme de faire sortir Giroud. Du coup, alors quel est un peu votre sentiment vous sur Umtiti? Umtiti, après le match en question, il est particulier parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire à part des passes pour relancer. Apparemment, il a réussi toutes ses passes, mais sans prendre de risques. Il a pas pris beaucoup de risques, ouais. Voilà. C'est chaud sa première sélection. Franchement, première sélection, c'est pas un cadeau. Finale, tout de suite. Après, il s'est pas trouvé, c'est le principal. Mais disons que face à un adversaire peut-être un peu plus renommé, puisque contre l'Allemagne, on aura aussi un autre adversaire, ça risque d'être plus compliqué pour lui. Je l'ai trouvé plus solide que Rami. Après, c'est peut-être le contexte, peut-être le match qui fait que on l'a. Objectivement, on peut pas préjuger de ce qui sera c'est pour au prochain match, mais objectivement, Rami a plus d'expérience. Rami a plus l'habitude de jouer ce type de compétition. Ah, mais complètement. Rami a joué les premiers matchs. Je dis pas qu'il faut changer, mais je disais juste que sur le match, il a pas, on s'est pas dit, tiens, Rami, lui, il aurait été mieux là-dessus, quoi. Non, mais encore une fois, face à une Islande un peu plus dans le coup, il aurait peut-être plus souffert, il aurait peut-être eu plus de travail, donc difficile de tirer des conclusions en fait. Ce qui est super pour lui, c'est qu'il a une sélection, c'est qu'il a pas fait d'erreur et que voilà, sa carrière est lancée en équipe de France et c'est un précédent qui peut lui permettre éventuellement de progresser, c'est tout. Après sinon sur la suite, je sais pas, il y a un débat, je sais pas s'il y a un débat à avoir sur la charnière, mais à mon avis au niveau de Deschamps, c'est clair, il va reconduire je pense. Sa charnière Rami Koscielny avec les deux latéraux Sagna, Evra, le gardien, voilà, enfin là-dessus, il y aura pas de surprise quoi. Du coup par contre, moi j'étais assez agréablement surpris du match de Giroud. Je trouve que c'est un des matchs les plus pleins qu'il ait pu faire. Match abouti de Giroud. Alors effectivement, il y en a beaucoup qui pensaient avant le match qu'éventuellement Gignac allait être préféré, voire Martial, par rapport à la mobilité, par rapport au bloc islandais. Moi, je trouve au contraire que c'est là où il fallait un mec pour la déviation et pour percuter sur les côtés, garder de la vitesse, oui, mais avoir un mec qui puisse gagner des duels aériens notamment. Et il a été bon au pied, dans les airs, dans les déplacements, dans les coups. Je crois que c'est. Alors perso, alors j'ai pas vu tous les matchs d'équipe de France depuis longtemps, mais je crois que c'est peut-être le meilleur match que j'ai vu de Giroud, perso sous le maillot bleu. Ouais, alors en termes de volume de jeu, je parle pas juste surtout au-delà de Giroud en fait, si on isole Giroud, on peut dire qu'il a été très bon, mais ce qui est intéressant, c'est avec Griezmann. C'est le rapport entre les deux, c'est la manière dont ils se déplacent, et c'est là-dessus la clé c'est là-dessus, voilà. Magnifique. Et là, du coup, je pense que on peut en parler, mais au niveau de ce système, alors si on veut parler en 4-2-3-1, peu importe les numéros, faut 4-4-2, 4-2-3-1, mais vraiment ce positionnement, il faut garder, je pense, et la liberté, peut-être des deux joueurs de se déplacer un peu comme ils le sentent, au-delà d'un schéma hyper restrictif, mais les deux sont assez intelligents, ils se connaissent maintenant assez bien pour interagir ensemble, donc ça, c'est aussi un aspect positif. Ouais, tu sens qu'ils se cherchent bien. Payet un petit peu dur au début. Je trouve un petit peu. Deuxième mi-temps, il lâche. Payet. Ah ouais. Je crois il m'a gonflé parce que j'ai revu le Payet qui m'énervait quand il était à Marseille dans ses mauvais jours. Ouais, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir en deuxième mi-temps de s'économiser? Après, voilà, c'est accident sans frais. Mais c'est là où peut-être un Martial, pour remettre en confiance, on aurait peut-être pu lui donner un peu de temps de jeu. Tu vois, pendant des mois, j'ai douté de Payet, par exemple. Au début, quand il était à West Ham, c'était à cause de ce genre ça, parce que c'était dans mon souvenir, c'était ça, Payet.
et ça m'a un peu gonflé. Après ça reste ça reste anecdotique. Si on a confiance en Deschamps et dans ce groupe, dans cette équipe de France, on peut penser que Payet va se faire recadrer comme il faut. D'ailleurs, on a vu Deschamps un petit peu lui faire signifier qu'il fallait qu'il se remette clairement dans la situation. Donc je pense que Payet va se remobiliser. Après, peut-être qu'on a vu déjà le meilleur de Payet, hein, ça c'est peut-être aussi ce qu'il faut dire. Peut-être qu'on a un peu trop surestimé le potentiel de ce joueur et qu'on verra un Payet moins fort en demi-finale. Griezmann au premier match, il y en a même après le premier match qui disait faut-il jouer sans Griezmann? Ouais, après Griezmann, c'est l'attaquant de l'Atlético de Madrid, il est finaliste de Ligue des Champions, c'est pas un mec qui joue à West Ham, quoi. Ouais, il est pas bien rentré dans le match lors du premier match. C'est pas pour autant qu'il fallait le griller, quoi. Pareil pour Payet, c'est pas parce que sa deuxième mi-temps il se relâche presque à juste. Ah non, mais je le dis, je le grille pas. Je disais ça par rapport à la presse qui pourrait s'enflammer sur ça. Ouais. Voilà. Bon, tu vois, ce qui m'énerve, par exemple, Griezmann, tu reviens à ce qu'il y a les commentaires sur Griezmann, moi, qui m'ont pas profondément Pogba avait énervé. les mêmes, d'ailleurs. Pogba avait les mêmes. Griezmann, il y a 2 mois, on le mettait candidat au Ballon d'Or. Il dit, s'il gagne la Ligue des Champions avec l'Atlético, Griezmann, Ballon d'Or. Après, le premier match contre la Roumanie, il passe à côté. Encore, c'est relatif parce que je trouve pas qu'il a fait un. Tout le monde passe à côté, ou alors c'est l'équipe qui était stressée dans son ensemble qui a un peu déjoué. Voilà, il a été moins décisif que les autres. Il a moins été décisif. Il a été moins bien comme l'ensemble de l'équipe. Et là, c'était limite le doute Griezmann. Griezmann doit-il commencer sur le banc? Gnagnagnar. Enfin, voilà, c'est cette manière, t'es sublime d'un jour, le lendemain t'es le dernier des cons. Il y avait la crainte aussi après le premier match que physiquement ils soient un peu à bout après une saison éprouvante. On pouvait le penser. Peut-être un peu par rapport à ça que peut-être certains l'envisageaient sur le banc histoire qu'il peut-être pas toutes ses énergies. On va avoir un peu peur, oui, bien sûr. C'est vrai, mais c'est débat là, hein. Ouais. Donc en tout cas, Payet qui est de toute façon pas encore au niveau d'un Griezmann en termes de talent et en termes de carrière, puisque on a un joueur qui joue dans un club finaliste de Ligue des Champions, un autre qui après il y en a un qui se reprend à quoi, 24-25. Et Payet, 25. Je crois que Payet il est près des 30. Hein. Ouais, Payet de toute façon c'est un joueur de maturité aussi inférieur, il faut aussi le voir. Et Griezmann, je pense que c'est quand même une dimension au-dessus. Après j'aime beaucoup l'Euro que fait Payet. Payet fait un Euro extraordinaire, mais Griezmann il est quand même. Je pense là il est sur 7 euros. Autant Payet avait commencé beaucoup plus fort, autant là. Avec Griezmann, c'est le patron. Ouais. Alors il y a aussi des joueurs dont il faut parler, les milieux de terrain axiaux, notamment Matuidi et Pogba. Que dire de ces deux joueurs? Est-ce qu'ils ont fait un bon match, Matuidi et Pogba? Je vais essayer Fred de répondre. Fred, d'abord. Première mi-temps, oui. Et moi je regarde le match, pour moi c'est la première mi-temps. Après c'était le Club Med. Oui, parce que les deux ont défendu et c'est ce qu'on leur demande finalement. C'est parce que ils ont un peu le défaut de leur qualité, c'est-à-dire que ces deux joueurs ont tendance à se projeter là vers l'avant. Alors c'est pour ça qu'on les trouve spectaculaires, qu'on les aime, ils marquent plein de buts, Matuidi. Alors finalement le premier truc qu'on leur demande c'est de défendre. C'est de récupérer des ballons. Bon quand ils se limitent à cette tâche-là et qu'ils coordonnent là-dessus, ça marche. Le gros problème de Pogba, c'est-à-dire que Pogba c'est un potentiel extraordinaire, c'est un joueur à l'enthousiasme fantastique, mais il en fait trop. Il a tendance à vouloir trop en faire parce qu'il peut trop. Il a cette capacité. Il a le talent de trop en faire. Mais des fois il en fait trop. Alors c'est pour ça des fois il y a des bourdes assez grotesques sur le match qui sont largement compensées après par ce qu'il fait. Pour moi le match d'Irlande c'est l'ensemble. Il a fait une connerie sur le péno, encore que pour moi le péno il est pas forcément que pour lui. Ouais. Il a fait une connerie, il s'est remobilisé. La deuxième mi-temps c'est lui qui a mené la révolte. Et pareil, moi ce que j'aime beaucoup Pogba c'est quand il joue dans la sobriété, quand il se contente de faire. Il est trop fort. Et c'est là qu'il est fort. C'est là quand il arrive à se réguler. Faut pas oublier que c'est un joueur de 23 ans, Pogba. Ouais, et puis Pogba c'est toujours un joueur capable d'une fulgurance, donc dans sa tête à mon avis, et s'il est intelligent il va raisonner comme ça et son entraîneur va lui faire comprendre que tu te concentres sur les tâches sobres et efficaces de la défense, et puis si t'as moyen sur un corner comme hier où il marque de la tête, donc il marque quand même un but, sur une frappe quand il a frappé contre la Suisse où il touche la barre etc. Donc voilà, sur des fulgurances il peut toujours porter sa petite étincelle, mais d'abord la sobriété, c'est là-dessus que l'équipe de France peut aller au bout, avec un Pogba énorme dans le rôle défensif, avec à côté un Matuidi également dans ce registre-là. Matuidi, il vous a satisfait? Ouais. Je trouvais bien meilleur que les derniers matchs. Ah bah oui, lui, parce qu'au début il passait complètement à côté de son ombre, et puis là il était très 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 bien. Pour revenir à Pogba, moi ce que je veux pas qu'il fasse, ce que j'ai toujours pas, c'est qu'il nous fasse une David Luiz, ce que j'appelle une David Luiz ou une Fellaini.
Alors c'est quoi une David Luiz, c'est quoi une Fellaini? À essayer de gagner le match à lui tout seul. Voilà, ça va mal. Bah écoute, je vais aux avant-centres. Je respecte plus aucune consigne. C'était flagrant, hein, le Belgique-Pays de Galles. Hein, tu voyais l'autre avec sa choucroute là. Marwan Fellaini. Mais t'as envie de te dire, mais repasse-toi, fais ce pourquoi t'es là et cherche pas à gagner le match tout seul. Alors le dépassement de fonction c'est bien, mais lorsque c'est demandé. C'est bien quand c'est demandé et quand c'est maîtrisé. C'est ça. Après, Pogba, il faut le rappeler, il est jeune, il a pas encore cette capacité. Il a que 23 ans, voilà. Il n'y a pas de leader comme ça à 23 ans, des mecs qui font tout défensif, offensif, tireur de coups francs, etc. Capitaine, ça n'existe pas dans l'histoire du foot. Donc il se laisse le temps. En 2018, en 2020, il aura peut-être cette capacité extraordinaire d'être le Zidane, je sais pas, en termes d'influence de l'équipe de France dans les années prochaines. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il doit rester dans son rôle. Et ça c'est important pour le futur de cette équipe. Là je crois qu'on est d'accord là-dessus. Faut pas le brûler, mais il faut pas non plus qu'il en fasse trop. Voilà. Alors, on a dit je trouve des choses assez positives. On peut peut-être passer à la partie un petit peu. Voilà. Alors Cédric, j'ai un dernier truc positif que je voudrais toujours par rapport à Deschamps. Ce que je suis content, c'est qu'après ce match, je pense que c'est acquis que Deschamps va rester pour les prochains éliminatoires. J'ai entendu à la radio qu'il avait prolongé à midi. Il a prolongé, voilà. Donc quoi qu'il arrive, donc à moins de se prendre 12-0 contre l'Allemagne. Mais je pense pas qu'on se prenne 12-0 contre l'Allemagne, surtout cette Allemagne-là. Ouais. Cette Allemagne-là diminuée, on va y revenir, je pense. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a des éliminatoires difficiles. Et c'est vrai que des fois, Deschamps est critiqué. Moi, je me demande toujours, si Deschamps part, qui c'est qu'on met à la place? Actuellement, comme entraîneur français, c'est vrai que sachant, alors pourquoi on se fixe sur les entraîneurs français? C'est pas mon objectif à moi, mais ça a été dit clairement par le président de la fédération quand Blanc est parti. Il a dit c'est hors de question de prendre un entraîneur étranger. C'est exclu. Didier Deschamps, il a cet avantage, encore une fois, moi je juge un petit peu sur pièce, hein. Il a quand même un CV d'entraîneur, il a quand même fait quelque chose dans sa vie, il a entraîné en Italie, il a joué en Italie, ça c'est très important aussi. Il a été plus crédible en tant que sélectionneur sur le CV que Laurent Blanc qui avait peu d'expérience par exemple. Bien sûr, c'est clair et net, et on a un sélectionneur qui est, on peut le critiquer parce que c'est le jeu après, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Après, on sera jamais d'accord sur tout, hein. Mais on va dire que en plus dans cette ambiance assez particulière du foot français où les ex de 98 ont encore un pouvoir extraordinaire. Alors c'est plutôt une critique sur l'ensemble du système, mais par rapport à ce système qui est ce qu'il est, qui va pas changer malheureusement, je pense, au moins ce gars-là, il a un crédit. On lui faut un peu la paix parce qu'il est de cette génération-là, et il a de la compétence. Et il est respecté par ce Laurent Blanc. C'est vrai que c'était quand même bien inférieur en termes de qualité de coach, quoi. Il est respecté par ses joueurs. Il fait très peu d'erreurs. Alors je te parle pas au niveau tactique, hein. Je te parle tout ce qu'il y a ensemble au niveau du management. Globalement, on va dire. Je veux dire que cette équipe de France là n'est pas explosée. Oui. Et c'est pas si anodin. Alors des fois on ironise sur le niveau des adversaires que la France a affrontés. Après, comme je dis, l'Islande. Mais s'ils sont là, c'est parce que les Pays-Bas les a pas battus, c'est parce que le Portugal ne les a pas battus, c'est parce que l'Angleterre ne les a pas battus. C'est pas ça. Mais après, tout ce qu'a pris sur la gueule cette équipe avant le tournoi, je te parle de l'histoire de Benzema. Je te passe du prolongement de l'histoire de Benzema avec les histoires de racisme. Je te parle de toutes les blessures qu'il y a eu, de Diarra blessé, Mathieu, Varane, de l'histoire Sakho qui aurait dû participer à cet Euro puisque finalement il a été innocenté. C'est vrai qu'il y a la gestion d'un contexte qui est pas à minimiser. C'est loin d'être facile. Là-dessus, Deschamps a fait le boulot, oui. Et tu vois, autant on peut dire cette équipe de France a un peu le cul bordé de nouilles parce que on a un tirage facile, on a un bon parcours. On a la chance en plus que les favoris qu'on devait affronter on n'a pas un tirage facile, on a un tirage c'est quand même qui nous arrange. Un tirage arrangeant. C'est plus facile que d'autres, mais en même temps faut les gagner. Peut-être que d'autres à notre place, avec tout ce qu'on avait pris dans la gueule, n'y seraient peut-être pas arrivés. Voilà, ça c'est possible. C'est vrai qu'on voit de grandes nations comme l'Angleterre, même si l'Angleterre n'a jamais été une grande nation, on va dire, d'équipe nationale, sauf à quelques exceptions près dans l'histoire. C'est quand même, j'en parlais à ce micro un des jours précédents, c'est quand même incroyable qu'un pays aussi riche footballistiquement, avec un championnat aussi puissant économiquement, avec une telle ferveur, une telle avec un sélectionneur très moyen quand même. Ouais, sur la planète, que la FA, la fédération anglaise, choisisse un mec très très moyen comme sélectionneur et qui
mais c'est parce qu'il voulait revenir un peu à la tradition. Ouais, mais ça a pas réussi. Et puis il n'y a pas forcément eu le sélectionneur avec la compétence aussi tactique et de compréhension des matchs. C'est vrai que c'est bon. Après, je vais pas parler d'Oxon plus que de ça, mais pour dire effectivement je suis plus nuancé sur Oxon. Hein. Mais bon, en tout cas, la France est en demi-finale. Là, le gros match à venir, il sera énorme. Hein. Donc là, si le parcours a été plutôt light jusque là entre guillemets, là il y aura une montagne en face, l'Everest, qui sera très compliquée à franchir. Pas si costaud cette montagne. Hein. Non, parce que si on a les 5 joueurs dont on parle qui seront absents, qui sont vraiment absents, là on a une chance de les battre. Ouais. Alors on va parler peut-être ensuite un petit peu rapidement de l'Allemagne, puisque c'est l'adversaire à venir. Cédric, je veux revenir quand même sur les errements défensifs un petit peu, sur lesquels il faudra faire attention notamment. Alors je suis le premier à fusiller un peu nos latéraux les 3/4 du temps quand je viens au micro. J'avoue qu'une fois de plus Evra m'a quand même un petit peu déçu. Non, c'est plus de la déception, on m'énerve. Parce qu'à un moment, j'attends plus rien. Il a le totem d'immunité, vrai. Oui, je dis pas qu'il faut le sortir, mais je dis juste qu'à un moment, c'est compliqué pour ses coéquipiers quand t'as un mec comme ça qui défend si mal. C'est le capitaine, Evra. Sur qui tu dois le capitaine moral. Celui qui a le brassard. Non, c'est pas celui qui a le brassard parce qu'il peut pas avoir le brassard. Mais il y aurait pas eu l'histoire de Nice Now, il aurait le brassard. Oui, bien sûr. Ah mais c'est vrai. Ouais, non mais je sais. Je suis d'accord. Ouais, mais il arrête pas de faire en compte de presse, je suis grand frère, machin, etc. J'ai compris. Et je pense qu'il est très important à ce sens-là. D'ailleurs, j'ai lu un truc sur Nice sur le rôle d'Evra. Et justement, ce qui expliquerait un peu la bienveillance que beaucoup ont à son égard. Et il paraît-il qu'à Nice il a pas eu un rôle si négatif que ça. C'est-à-dire, explique. C'est-à-dire qu'à Nice-Na, à la base, donc il y a eu l'histoire de la une de l'équipe. C'est suite à ça qu'ils ont voulu protester, suite à l'exclusion d'Anelka, parce qu'ils ont contesté plus ou moins ce qui a été dit dans le vestiaire et le fait que ça soit sorti dans la presse et que ça a été présenté sous cet angle-là. A priori, leur première idée, c'était de faire la grève lors du 3e match contre l'Afrique du Sud, c'est-à-dire de déclarer forfait, de ne pas jouer, ce qui aurait eu des conséquences absolument désastreuses. Pour l'équipe de France, je pense qu'il aura été exclu des futures Coupes du Monde. Et il y a eu une poignée de joueurs et il paraît que a priori ça serait Evra qui aurait monté le truc pour dire ouais non là on va trop loin. C'est quoi ta source là, l'information en question? Alors la source c'est Stéphane Godin. Non, c'est certains reportages télé qui sont disponibles sur YouTube. Ils sont faits par qui ces reportages? Qui sont faits notamment par un quotidien sportif célèbre. D'accord, donc voilà, qui y aurait une investigation qui aurait une investigation. Et après, je sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est important peut-être d'en prendre compte. Oui. Ouais, ça serait important. Qu'il y a vraiment un décalage entre l'image qu'a Patrice Evra auprès du grand public, c'est-à-dire le gars qui vient faire son kéké, qui charge les taupes et qui comment dirais-je qui raconte n'importe quoi au micro avec Tournevis et Grigolo. Roland Tournevis. Voilà, et là en fait le rôle qu'il a vraiment. C'est-à-dire que à Nice-Na, il était capitaine, mais personne ne pouvait être capitaine de cette équipe-là. Tellement il y avait d'ego, tellement que ça partait en sucette de tous les sens. Et donc il a fait ce qu'il a pu, il a été débordé, clairement. Il a aussi sa part de responsabilité dans l'espèce de paranoïa générale qui s'est emparée. Paranoïa qui est quand même assez justifiée quand on voit le niveau politique qu'a pris cette affaire, parce que on en a quand même le président de la République en avait parlé de cette histoire. Et a priori, il n'aurait pas eu un rôle si négatif que ça. Alors ce sont des pistes intéressantes par rapport au rôle d'Evra. Et puis moi, j'ajouterais que quand on écoute un petit peu les joueurs de la Juventus de Turin qui côtoient Evra depuis quelques années, eh bien, c'est quand même quelqu'un de respecté. Beaucoup plus, en fait, en Italie qu'en France, il est beaucoup plus admiré, respecté souvent que dans les commentaires, suite à Nice-Na notamment. Mais dans le vestiaire, en tout cas, et le rôle qu'il joue dans cette équipe de la Juventus fait que c'est un joueur influent et qui a priori fait du bien aux équipes. Et puis la Juventus c'est quand même pas un club qui recrute n'importe qui, n'importe quoi, et qui fait jouer n'importe qui, n'importe quand. S'il joue à Turin, Patrice Evra, c'est pas pour rien, et c'est clairement un indice aussi sur le niveau peut-être de ce joueur qu'on sous-estime, qui est parfois. Alors Cédric, tu vas nous dire et nous expliquer pourquoi Evra est aussi nul selon toi. Mais pas nul, mais fait beaucoup de mal à la défense française. Alors voilà, pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'il est c'est quand même quelqu'un de
titulaire en Italie à la Juventus. Alors c'est assez marrant que tu cites, assez marrant que tout à l'heure tu cites Roland Tournevis, etc. Mais à l'époque, quand Roland Courbis s'est fait un petit peu fustiger, pour pas dire insulté par Evra, il était revenu dessus et il avait dit, il avait un petit peu ironiquement salué Patrice Evra qui fait une carrière exceptionnelle parce que c'est un latéral moyen. Et il expliquait notamment qu'il avait très peu de vitesse, qu'il n'avait pas vraiment de jeu de tête, qu'il n'avait pas vraiment de connaissance des fermetures, qu'il était très souvent hors jeu. Il y a beaucoup de paramètres que je partage quand même avec Roland Courbis. Pas surtout, mais sur certaines choses, c'est vrai que quand tu t'interroges un petit peu. Et puis il y a aussi un truc qu'il dit et qui a été montré hier, c'est que c'est aussi un des rares latéraux, et tu le regardes dans d'autres matchs, c'est exactement ça. Lorsqu'il y a un ailier sur son côté, qui est en position de centre, il va rarement le défendre en avançant, il va rester à une certaine distance et il va se tourner de peur de prendre une balle un petit peu dans le visage ou dans le ventre. C'est la manière de défendre. Il s'était un petit peu moqué de lui, Roland Courbis, en disant, alors effectivement, je suis pas un grand journaliste, mais il dit, comme je suis un entraîneur, je peux quand même dire ce qu'un arrière-gauche doit et ne doit pas faire. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, c'est que il fait quand même des trucs. Tu fais ça en promotion ou en DH, déjà tu te fais exploser par ton coach. Non mais j'entends bien, c'est vrai que mais comment tu expliques le paradoxe suivant, c'est-à-dire que Evra il est titulaire à la Juventus. Il est titulaire en équipe de France. Il a 35 ans, il a quand même une carrière. Tu as vu les matchs de les matchs de Patrice Evra à United et les matchs. J'ai pas vu les matchs de Evra à United, je te le dis tout de suite parce que je suis pas trop Manchester United, j'en ai peut-être vu certains mais je me rappelle pas. C'est juste par rapport à la carrière, par rapport au fait que même à 35 ans, il est quand même dans le coup que ce soit en club ou en équipe nationale sur le terrain, je veux dire sur le terrain. Ouais, bien sûr. Et alors ça contraste un peu avec cette idée que en fait, il est ce que tu décris, tu compares ça à des joueurs de non, PH, là je dis ce que Courbis a dit, et il y a quand même des choses qui sont vraies et qu'on remarque ces derniers temps, notamment encore plus, peut-être parce que ça sent aussi la fin de carrière. Moi je me rappelle du Evra de 2004 de Monaco, j'adorais, perso j'étais fan. Mais je trouve qu'avec le temps, c'est un imposteur quoi, c'est un imposteur. Et surtout notamment avec l'équipe de France, j'ai peut-être l'impression que où il est en mode économie d'énergie, ou il est pas pareil, ou je sais pas, peut-être il est trop vieux, il a quand même 35 ans si je ne m'abuse, donc physiquement peut-être aussi que son rôle que je suis pas sûr, c'est peut-être sa timidité. Non, parce que ça fait quand même il s'économise, peut-être qu'il cherche justement à ne pas commettre d'erreurs derrière. Ça fait peut-être 3-4 ans, moi, que je trouve un petit peu moyen et que je trouve que ça décline de plus en plus. Après voilà, ça c'est mon avis perso, mais c'est vrai que hier notamment on voit bien sur l'action où comme dit, j'ai fait un schéma et tu m'as dit que tu diffuseras. Alors le schéma sera diffusé si tu lâches les droits. Ouais, bien sûr. Il est en défense sur une première zone, il y a un Islandais qui vient, l'Islandais qui va centrer. Et puis au lieu de défendre en avançant et de lui fermer l'angle pour l'obliger à jouer en retrait, ce que tout le latéral devrait faire, on va dire. Non, il lui laisse la place pour mettre un ballon, sachant que comme vous le verrez sur l'image, Giroud au départ du marquage fait plus gaffe à un milieu qui se projette dans le dos. Alors on verra. Matuidi est obligé de sortir dessus. Ce qui fait qu'il y a un décalage, et Umtiti, tout le monde a vu sur les images, Umtiti est en retard. Ah non, c'est le bonhomme de Matuidi. Seulement Matuidi, il est obligé de revenir fermer sur le gars au premier poteau qui est venu dans le dos de tout le monde. Donc forcément, ça vient en un centième de seconde, et Umtiti se retrouve avec un mec devant lui auquel il pratiquait pas de marquage en fait. D'accord, alors ça c'est sera visible sur les images que tu diffuseras via. Sachant que Sagna se retrouve quand même à 2 contre 1 toute l'action, et que ça par contre c'est juste à mon avis ils vont se faire flinguer à la vidéo. Cédric, on va être très concret, très pragmatique, c'est alors si Evra ne convient pas, faut mettre Digne. Non. On peut pas mettre Digne, on peut mettre Kurzawa mais il est pas sélectionné. On peut pas mettre Digne. Il joue pas Kurzawa. Mais pourquoi on peut pas mettre Digne? Pourquoi on peut pas une mettre? Alors, c'est une bonne question. Parce que si Evra il est si est-ce que tu as vu les derniers matchs de l'équipe de France, et notamment ceux de Digne en équipe de France? Je parle pas à la Roma. Peut-être pas en équipe de France. Moi je sais qu'à la Roma, j'en ai vu quelques-uns à la Roma. C'est pas mal du tout. Mais moi j'ai vu les matchs à la Roma, j'ai trouvé très très bon, et même à Lille j'adorais. Il a progressé à la Roma, selon moi. Complètement. Mais il y a les matchs que tu fais en club et les matchs que tu fais en équipe nat. Très bien, non mais après là, il faut pas. Ok, mais il faut choisir. Alors soit. Mais les matchs, il a fait 2 matchs amicaux, il a participé à demi-temps sur des matchs amicaux. Ça a été un peu. C'est pas où il a pas été bon, on est d'accord. Donc c'est dur de mettre un mec qui est pas en confiance parce qu'il sort pas de 2 bons matchs avec l'équipe de France, et en plus tu voudrais le mettre en demi. Non, c'est cramé. T'es obligé de finir avec Evra. Alors on finit avec Evra, ça bien c'est sûr. ok. Mais je dis juste que
ça va quand même faire du mal un petit peu à cette défense parce qu'ils sont constamment obligés de combler des manques et en tout cas si les Allemands nous écoutent non, ils n'ont pas besoin d'écouter, ils vont regarder les images, ils regarderont les images, ils en tireront les conclusions, on verra hein. Après j'ai pas tant peur pour l'équipe de France sur ce match. Encore une fois, le premier vraiment gros match de ce tournoi pour l'équipe de France, c'est contre l'Allemagne. Donc si après Evra te montre que c'est un grand défenseur et qu'il fait un match extraordinaire, tu devras présenter tes excuses à l'antenne, mon cher Cédric. Alors même si Evra restera le capitaine courage de Naïsna, pour moi dans ma tête, hein, et d'autres m'ont également gonflé. On avait déjà aussi un sujet sur Thierry Henry notamment qui reste assis dans le bus. Enfin bref. Patrice Evra, j'ai rien contre lui spécialement. Moi, je suis fan d'United. Pendant des années, il était à United et au tout début, et même à Monaco, j'aimais bien. Enfin voilà. Maintenant, s'il réalise un bon match avec l'équipe de France, je serais le premier content. Je dis juste, si on a des dangers qui viennent, je crois plus que ça va venir de ce côté-là que du côté de Sagna alors. Sagna aussi, c'est pas parce terrible. Que toi, les deux latéraux, tu peux pas supporter. Moi, je trouve que c'est limite. Sagna, je trouve qu'il fait pas un euro mauvais, hein, Sagna. Ah, j'ai pas dit qu'il faisait un euro mauvais, alors, mais on va il est pas au Sagna aussi. Et après, on passe Sagna, à la suite. Il est pas, au contraire, Sagna, pareil, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup critiqué. Et je trouve qu'il est, pour moi, il fait des prestations correctes. Tu vois, hier, par exemple, je l'ai pas flingué. Il s'est retrouvé souvent à 2 contre 1. Un bon euro. Et honnêtement, mis à part sur le deuxième but, où, comme dit, il est mal placé au départ. Et ça, vous le verrez aussi sur le deuxième schéma. Mis à part ça, moi, je l'ai trouvé correct. Voilà. Alors moi, ces latéraux, pour donner mon avis rapidement, je pense que ils font un euro discret dans le sens où ils essayent de défendre du mieux possible tout simplement. Oui. Et il n'y a pas tellement cette double casquette du latéral moderne qui essaye d'apporter offensivement. Ça se voit beaucoup moins dans cette équipe de France là, dans une défense à 4 où souvent l'arrière gauche, l'arrière droit, ils essayent de monter. Là finalement, on a juste une certaine prudence et c'est peut-être Deschamps tout simplement qui donne ces consignes là pour éviter à l'équipe de France de prendre des buts, sachant que Deschamps c'est aussi dans sa tradition d'entraîneur de sécuriser les bases avant tout et d'avoir vraiment là je suis pas forcément d'accord. À Monaco, il y avait quand même des Ibarra et Evra, crois-moi qu'ils bouffaient les espaces hein. Ouais, alors c'était à l'époque mais tu sais, il y a 10 ans peut-être que ça a changé depuis. Il a peut-être évolué aussi, mais à Marseille c'était proche de ça quoi. Non mais s'ils voulaient pas que Evra et Sagna attaquent vraiment, ils devraient pas se retrouver des fois aussi haut les gars. Alors c'est, tu vois. Ouais, après il y a des notamment Sagna fait quand même un centre contre l'Irlande qui atterrit sur Griezmann. S'il n'avait pas été placé haut, s'il n'avait pas été un peu offensif dans cette action, on n'aurait jamais eu ça. Ok, alors voilà. On va peut-être clore le chapitre sur les latéraux, peut-être se projeter à présent sur le match de l'Allemagne. On fait une spéciale équipe de France aujourd'hui. Vous voulez parler un peu des autres matchs après? On peut parler des autres matchs. Alors rapidement peut-être sur. Moi j'étais à Pays de Galles Belgique. Ouais, alors juste on termine sur la France et après dans 2 minutes, juste l'équipe contre l'Allemagne, qu'est-ce qu'on aligne finalement? Est-ce qu'on reste sur la même? La le même, débat est réglé. Et puis l'avantage c'est que contrairement à nos amis allemands, et je tiens à remercier nos amis italiens pour ça, nous on a prolongation et tir au but. Prolongation et 5 jours out du côté allemand. Alors entre 3 et 5 parce que Boateng et Chouameni incertain, Hummels suspendu et Khedira et Mario Gomez out. Mario Gomez, je pense que ça va leur faire très mal. Parce qu'il était vraiment bien rentré dans cet euro. Il était bien dans l'euro, il était vraiment très utile en pivot. Ils ont pas l'équivalent sur le banc. Ouais, parce qu'à la base c'était Goetze. Je pense que après Khedira, je pense très précieux aussi, Hummels aussi. Alors en plus s'ils perdent Boateng et Chouameni. Ouais, c'est vrai que c'est des absences de poids pour Allemagne. Ça veut dire qu'ils vont se pointer contre la France avec une défense quoi. Ça va être Evedes, Mustafi. Non, Evedes c'est Boateng. Si Boateng joue pas. Pourquoi il jouerait pas? Parce qu'il est très incertain sur ce matin la presse allemande. Ça peut être Evedes, Mustafi, Hector et Kimmich. J'ai pas relevé l'incertitude de Boateng, mais effectivement si Boateng était absent, quoique sa main contre l'Italie c'est quand même assez naïf. Ouais, c'est naïf, mais il est quand même monstrueux. Il fait. Alors je vais dire une chose, lui il peut se permettre de temps en temps de faire une erreur, parce qu'il en sauve. Ah non, mais après au-delà de cette erreur, il a été énorme, ça on est d'accord. Parce que moi je préfère avoir Mustafi en face que Boateng. Ça, je pense qu'on est aussi d'accord. Tout le monde Mustafi là-dessus. C'est pas vraiment le plus mauvais défenseur du monde non plus. Il a marqué contre l'Ukraine et c'est un joueur qui a beaucoup progressé aussi, qui a joué en Italie à la Saint
Sampdoria. Il joue en Espagne, je peux te dire qu'il est pas payé, il est pas mieux que Rami. Hein. D'accord, alors Pour moi, hein. Non, c'est plus mal, mais c'est pas non plus. Mais c'est pas le pire défenseur de la terre. Après, c'est vrai que si on compare à Boateng et à Hummels, on est clairement d'accord sur le niveau meilleur de ces deux derniers. Donc beaucoup d'absences à prévoir pour l'Allemagne. La question est cette Allemagne va-t-elle réussir à contourner ces difficultés? Et s'il n'y a pas Khedira Chouameni, ils mettent qui? Ils mettent Emre Can. Alors il y a Emre Can qui serait cité dans l'équipe c'est pas mal, ouais. Moi, ce qui me fait chier, c'est Mario Gomez. Parce Gomez, que franchement, il a fait un match, il a fait vraiment un super match contre l'Italie. À l'instar un petit peu de Giroud avec la France, je l'ai trouvé sur tous les fronts, et notamment, il fait un très bon Euro. Notamment sur le but, c'est quand même lui qui fait la passe à Hector. Après avoir fait un super appel sur le côté, avoir résisté, c'est pas facile non plus parce que c'est pas un technicien, il a pas une conduite de balle exceptionnelle, et en plus il donne un bon ballon. Moi je l'ai trouvé un peu gourmand une ou deux fois, notamment sur sa talonnade, où c'est pas vraiment une talonnade parce que c'est Chiellini qui la met et Buffon fait un arrêt exceptionnel. Il peut la lâcher à Müller, voilà. C'est après le contrôle. Donc il y a des moments où je le trouve un petit peu gourmand, mais honnêtement il fait énormément de bien à cette Mannschaft sur le front d'attaque, parce que Müller par exemple, lui il est en dessous de tout. En dessous de tout, ouais, toi qui es fan de Thomas Müller, il est pas extraordinaire dans cet Euro. Ah bah il peut se réveiller, ça on sait de quoi il est capable, mais là il y est pas à l'Euro, on le sait. En tout cas, de là à sous-estimer la National Mannschaft, ce serait quand même assez présomptueux. Ça se trouve Podolski titulaire contre la France. Peut-être, on suivra cela parce que là il y a encore des incertitudes. C'est pas une mauvaise nouvelle pour la France aussi. On y reviendra bien sûr dans le Moriteuro sur RBS tous les jours, lundi, vendredi, c'est 17h, 18h. On a nos chances. Donc on en reparlera, et l'équipe de France qui a bien sûr ses chances à ce stade de la compétition. Tu disais Cédric que tu as assisté à un match avec Sergio, Pays de Galles, Belgique. Pas le plus pourri, hein? Non, vraiment non. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors déjà par rapport à l'ambiance autour du stade, j'ai trouvé ça vraiment fun. Alors c'est vrai que j'ai jamais vécu forcément de phase finale d'Euro ou même de Coupe du Monde perso. Et j'ai trouvé ça vraiment fun, notamment l'amitié et l'entente entre les Belges et les Gallois. Alors on a beau dire oui les Irlandais machin, c'était génial. C'était pas Angleterre-Russie quoi. Ouais voilà. Mais honnêtement, on voit souvent les images à la télé, on les voit, on trouve ça sympatoche, mais quand tu es à côté et que tu le vis et que tu vois les gars faire des selfies, chambrer un petit peu, chanter ensemble, se payer les coups. Moi j'ai trouvé ça super. Enfin, c'est la fête du football que t'as envie de voir tous les jours, quoi. Et t'as eu ça il faut le souligner, t'as eu ça quasiment à tous les matchs. Ouais. Peut-être 2-3 matchs qui sont partis en sucette sur les 51 matchs qui vont être joués. Sachant que les Belges jouaient quasiment à domicile, vu qu'ils les Belges, ils étaient 150 000, je crois. Ils étaient à Lille, c'était juste à côté. Eden Hazard jouait dans son stade. Je peux te dire que la marée rouge a déferlé sur l'île. Ah oui, mais la marée rouge des Gallois aussi, énormément de Gallois, énormément de familles. J'ai vu beaucoup d'anciens. Moi, j'ai vu sexagénaires qui étaient là. Les mecs, ils sont pas qualifiés depuis 58. Ah ouais, mais j'ai trouvé ça génial. Ça, c'est la tradition britannique. C'est en fait les personnes âgées font aussi des déplacements comme les jeunes. Souvent, quand tu vas au stade en Angleterre en déplacement, enfin moi j'ai vécu ça à Hull City, mais t'as des papis de 80 avec la canne, la mamie qui ont l'écharpe et tout. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est assez courant. Pour revenir à ce match un petit peu, alors une Belgique qui commence très bien, qui aurait pu faire le break très vite. S'ils ont énormément de réussite quand même, les Gallois, sur les premières occasions. Ils auraient pu encaisser plus de buts que ça. Un but magnifique de Nainggolan, qui a un petit peu révélé les Gallois, qui étaient un petit peu loin au marquage au départ. Je trouvais qu'au début pour moi ils allaient en prendre plus, parce que ils étaient un peu loin pour fermer. Au début je pensais qu'ils se prenaient une tôle. Ah ouais, moi pareil. Et c'est ce que tu ressentais. J'ai vu les 20 premières minutes belges. Je dis, voilà, qu'est-ce qu'ils sont forts. Et les Belges à 1-0, ils ont commencé Nainggolan a commencé à faire autre chose que ce qu'il sait faire. Ils ont déjoué, ils ont cru qu'ils avaient gagné. Et puis après la tête à claque, j'en parlerai, mais moi Kevin De Bruyne, je l'aurais tué, parce que alors je sais pas comment ça transparaît à la télé. C'est pas le pire. Mais son attitude des fois sur le terrain, il y a quand même une ou deux fois où Hazard vient lui parler en lui disant mec bouge, je te vois pas, et 2-3 fois où il fait pas l'effort défensif, il marche. Il a tête à se faire voler son goûter dans la cour de l'équipe. Non mais voilà, j'adore Kevin De Bruyne, c'est un super joueur. Gentil, mais honnêtement, j'en attendais plus. C'est clair que surtout que tu sais que t'as une défense quasiment inédite avec Denayer que tu mets dans le bain. D'ailleurs, je salue Denis que j'ai rencontré à Lille pour l'après-midi, qui disait que par exemple pour lui, il aurait mis Kabasele par exemple, qui avait pas d'expérience mais qui est meilleur que Denayer, ou que le troisième, je sais plus, Simon, qui avait de l'expérience, mais lui il aurait mis Kabasele parce que des trois c'était lui le meilleur. Kabasele.
C'est un défenseur belge qui a pas d'expérience, qui est jeune, qui fait partie du groupe parce que belge. mais apparemment lui il est vraiment plus costaud. Et bon après Jordan Lukaku à gauche au début ça tenait la route, surtout que Hazard venait quand même lui filer des coups de main, c'est en grand frère Hazard qui venait parler beaucoup aux jeunes. Je trouvais ça bien. Et puis après il y a eu l'égalisation juste devant moi, le corner où il y a une tête d'Ashley Williams. Là, c'était fini le match. Là Kevin De Bruyne qui est au poteau et qui d'un coup alors qu'on a été quand même placé pour couvrir ce deuxième poteau. Et lui, sur l'action, il rate le corner et puis il se déplace. Et puis le mec, il lui met la balle dessus. C'est-à-dire, s'il avait pas bougé, s'il avait fait exactement ce que tactiquement tu lui demandes de faire, il aurait pris la balle dans le bide ou sur le pied, quoi. Et déjà, erreur individuelle. Faudrait que je revoie ça, parce que c'est vrai que ça m'avait pas tilté à la télé. Ah ben, tu verras. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, tu fais ça, là, si déjà t'es placé, ah bah ouais. Et il se déplace derrière Courtois, alors que je suis désolé, Courtois sur 50 cm, il tend le bras, il tend la jambe. Mais plus loin, c'est plus compliqué. Bon, après Ashley Williams met un coup de tête magnifique aussi. Hein. Ah oui, ça. Mais De Bruyne, s'il bouge pas et s'il respecte, il est dessus. Hein. Elle est sur lui. Hein. Après, tu sais, on parlait du mental tout à l'heure, mais ce match, il s'est joué qu'au mental. Complètement. Il s'est joué qu'à ça. Tactiquement aussi. Après. Ouais, les Gallois, tactiquement, il y a eu des choses très intéressantes. Après, les Gallois, c'est vrai que c'est fouillé. C'est plus préparé que la Belgique. Ah ouais. C'est fouillé, c'est intéressant. En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, ils ont quelques vedettes, mais qui sont à leur maximum. Pas tout le temps. Ça joue, enfin, c'est capable de varier, c'est très bien placé. Moi, c'est un 4, beaucoup, hein. C'est un 4-1-2-3. C'est peut-être eux, les futurs champions d'Europe. Ah, attention, parce que là, ce serait une surprise comparable à la Grèce. Alors, Paolo, pour te dire tactiquement, ça commence en 4-1-2-3, ça finit en 4-4-2 le plus souvent. Offensivement, il y a toujours du surnombre. Et là où il y a, où j'ai trouvé ça exceptionnel, c'est que je regardais et de temps en temps, je me disais, bon, Ramsey en attaque. Ah bah là, il est au milieu. Bon, il est milieu droit. Non mais Ramsey est monstrueux sur ce match. Et bah là, il a échangé avec Bale. Ramsey, et en fait, énormément de permutations. Alors, fait mal ça. Énormément de permutations entre Ramsey, Bale, un autre dont j'ai plus le nom, et Robson Canu, qui lui, on va dire. Allen restait quand même en sentinelle. Ah, mais Allen de Liverpool. Allen était exceptionnel. D'ailleurs, c'est exceptionnel. D'ailleurs, Serge, avant le match, il me dit encore, ouais, bon, Joe Allen, machin, à la fin du match, il me dit, non, en fait, Joe Allen, costaud. Hein. J'adore ce match. Et d'ailleurs, il a fait un pressing défensif sur la fin de match exceptionnel aussi. Pour combler l'absence de Ramsey, peut-être, il y a un Johnny Williams, qui est. Je connais pas trop, je t'avoue. Après, ce qui est dingue, c'est que t'as quand même des gars qui jouent en championship, dans cette équipe. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, mais t'en as 2 ou 3. C'est surtout de la première ligue. Hein. Ouais, mais t'en as 2 ou 3. En tout cas, c'est une équipe qui est de qualité supérieure à ce qu'on attendait peut-être. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, alors sur le deuxième but, c'est au départ de l'action, tu sens que ça va être une balle longue et les Belges, et c'est là où je te dis, oui, effectivement, les Belges ont relâché, font pas de pressing. Pas de pressing dessus, donc il a le temps d'allonger. Et là, je regarde plus loin parce que dans ma tête, il va balancer le devant, et je vois Robson Canu qui part de la droite, qui fait un appel vers la gauche, et dans son dos, tout de suite, Ramsey, course croisée. Là, on a une super allonge dans le dos, une magnifique transversale dans les pieds de Ramsey. Bon, après Ramsey, contrôle technique, il le fait super. Et tout d'un coup, il la remet dans l'axe à Robson Canu. Et en fait, ils avaient complètement démobilisé la défense. Ils ont emmené Thomas Meunier dans l'axe. Meunier, du coup, se retrouve face à Robson Canu qui est de dos, défend mal. Fellaini, il est aux fraises. Et Denayer, il passe à côté en avant pour dire bonjour. Et tout d'un coup, le mec, il se retourne, il fait un geste simple, il se retourne et puis fusille Courtois. Et pas si simple. C'était simple. Il fait une Johan Cruyff. Hein. Oui, mais il fait un geste, voilà, tu peux le tenter à l'entraînement pour déconner, quoi. Mais il faut avoir les couilles de le tenter à l'Euro, celui-là. Hein. Par contre, il est bien inspiré, mais il est face à une défense aussi belge, plus inexpérimentée aussi. Et Robson Canu qui est au chômage. Ah bah voilà. Ça c'est dingue. Si des clubs, je pense qu'il ne restera pas très longtemps. Tu vois, moi je suis l'OM plutôt que Fletcher, je me fais pas chier. Enfin voilà. Après, il faut se méfier des révélations des tournois internationaux, c'est souvent. Oui, on avait décevant par la suite. Kernyanka, tout ça. Et etc. J'ai entendu parler d'un club allemand qui voulait recruter Will Griggs. Qui ça? Will Griggs. Tu sais la chanson Will Griggs on Fire. Ouais. Il a pas joué à l'Euro, mais il y a un club allemand qui, je sais même pas si c'est Hambourg ou un truc comme ça, qui veut le recruter. D'accord, ok, bah. Il a marqué 26 buts. Peut-être Saint-Pauli, ils aiment bien les trucs un peu. Ah, peut-être Saint-Pauli. Il a marqué 26 buts à Reading, quand même. C'est pas mal. C'est pas non plus torche. Ouais, donc voilà, moi j'ai trouvé tactiquement aussi, et moi je suis certain que si Wilmots avait été plus inspiré, ou si t'avais eu le coach gallois avec les Belges, et qu'il y avait eu quelque chose de plus préparé, ça aurait été peut-être un peu plus fort aussi la Belgique. Alors des charges, ils ont eu énormément de blessés. Bien sûr. Ça, je pense que l'absence d'un compagnie, par exemple, c'est quelque chose qui les tue. Sur cet Euro, on a vu les forces et les limites de la Belgique, c'est-à-dire que c'est un énorme talent, mais dès que ça commençait à se corser, on a vu contre l'Italie, on a vu contre le Pays de Galles, il n'y avait plus rien. À 2-1, c'est pas la même si Fellaini la met à 2-2. Il y a une ou deux occasions franches qu'ils ne mettent pas,
Et de l'autre côté, oui, mais quelque part, regarde, en deuxième mi-temps, Courtois, il fait pas un arrêt. Hein. Gall, il plante 2 buts comme ça. Moi, je suis désolé sur cette opposition. Tu regardes les forces et tu fais bien de vanter les mérites du Pays de Galles, hein, qui ont été monstrueux. Mais normalement, une Belgique en jouant normalement doit gagner ce match. Ouais. Après, Denis me soulignait quand même qu'en éliminatoire, il me semble, ils avaient toujours du mal. Ils avaient toujours eu du mal. Et ils avaient perdu 1-0, ils avaient fait match nul. Donc, ils partaient pas forcément avec une si grande force. Et c'est quand il m'a dit ça et que j'ai un petit peu plus épluché le truc, je me suis dit, peut-être que les Gallois, ils ont quand même une chance. Par contre, ce qui nous a vachement étonné avec Sergio, c'est Gareth Bale. Gareth Bale, où on dit, c'est un mec qui court et qui tape. Alors effectivement, des fois, il fait ça. Mais par contre, il a une mentalité et une éducation, ce mec, exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, il se prend des passes quand même pourries des fois, parce que les mecs, ils sont pas toujours au super niveau à côté de lui. C'est pas forcément Ramsey qui lui fait une passe. Et même quand la passe est en touche, il se retourne, il applaudit, il lui met le pouce en avant, il fait allez, c'est moi. L'implication de il encourage, contrairement à un Cristiano Ronaldo que des fois tu vois énervé par une passe de son coéquipier, au lieu de l'encourager, il est plus dans le mais putain, fallait me la mettre comme ça. C'est ça. Par rapport à l'action, je vois au Mario notamment. Que le Pays de Galles va. Et Gareth Bale, par contre, je l'ai trouvé exceptionnel, à motiver, à remotiver, à taper dans les mains de tout le monde, à être un moteur, à être un joueur dans l'équipe et pas une star. Pour moi, c'est le joueur de l'Euro, c'est lui. Alors pour l'instant, c'est le joueur de Fred pour l'Euro. Pour moi, parce que sachant qu'il fait j'avais souligné au Real Madrid la fin de saison qu'il avait fait quand il y avait Ronaldo et Benzema qui étaient blessés. C'est quand même quelqu'un qui a pris ses responsabilités. Il a été très critiqué, Bale. Il a pris ses responsabilités. Et les buts du Real, c'est lui qui les plantait. Et là, sur cet Euro, justement, le fait d'une star comme ça qui vient dans un pays qui est pas forcément super fort, mais qui est tellement fier de ses origines, et comme tu dis, tu soulignes l'attitude qu'il a eue, extraordinaire. Ouais. Et on l'a senti même avant le début du match, quand les joueurs se préparent à commencer le match, tu vois les Belges, ils sont déjà alignés. Donc t'as juste Hazard qui parle vite fait avec Jordan Lukaku, et t'as les Gallois, jusqu'à ce que l'arbitre il commence à un peu siffler et tout, ils sont au milieu de terrain à faire une ronde, à s'encourager. Tu vois les mecs qui se motivent parce qu'ils savent que c'est le match de leur vie. Enfin, j'ai trouvé ça. Messieurs, il reste quelques minutes. On y reviendra également demain et après-demain pour ces quarts de finale. Enfin, surtout demain. Mais peut-être un mot sur soit Portugal, Pologne, soit Allemagne-Italie. Allemagne-Italie. Tir au but. On va parler de Zaza et Pelé. C'est dommage parce que je voulais faire ma plaidoirie pour le Portugal, mais c'est pas grave. Tu la feras. Non, mais je suis plus là. Sinon, vas-y, parle du Portugal. Non, parce que petit coup de gueule, moi, ça m'énerve de ce bashing sur le Portugal. C'est vrai que j'entends plein de trucs sur le Portugal, comme quoi c'est scandaleux, ils sont en demi-finale, c'est une équipe dégueulasse, c'est le terme qui a été utilisé par un journal bon marché. D'une part, s'ils sont là, c'est peut-être aussi que personne les a battus. Ouais, ils ont pas battu grand chose. Ils ont pas battu grand monde non plus. Mais bon, tu vois, par exemple, la Pologne méritait plus. En quoi la Pologne méritait plus de passer sur ce match ? Non, pas sur ce match. Non, voilà. Aucune des deux. Et même, je vais même plus loin sur le tournoi. En quoi la Pologne mérite plus de passer ? Pour moi, je suis plus déçu par la Pologne que par le Portugal. Contre la Suisse, c'est la Suisse qui méritait de passer contre la Pologne. Ça, on est d'accord parce que. Alors la Pologne a bougé l'Allemagne, on est d'accord. Premier match, c'était contre l'Irlande, ils ont gagné 1-0 contre l'Irlande du Nord, ce qui était peut-être de tous les huitièmes de finalistes le plus faible de tous. Portugal a sorti une Croatie qui n'y était plus. Mais ça c'est de la faute de la Croatie aussi. Oui, mais qui passe quand même à côté de son match. Avec 3 jours de récupération en moins, le Portugal. Ouais. Donc voilà, pour moi, ils méritent quand même leur place. Moi, je pense pas qu'il y ait du Portugal bashing, comme tu dis. C'est juste que on a le droit aussi. Pas sur les réseaux sociaux, toi. Faut pas aller sur les réseaux sociaux. Je vais sur les réseaux sociaux, mais après, je vois qu'il y a aussi des critiques envers cette équipe du Portugal qui me paraissent légitimes. Non, mais après que ça soit pas beau. Ça, c'est un fait. C'est pas beau, ils ont pas battu, encore une fois, ils ont battu personne. Ils ont battu la Croatie, techniquement, ils ont battu la Croatie. Ouais, parce que la 120e minute, ça fait partie de une victoire. Oui, bien sûr, officiellement. Oui, mais bon, à chaque fois, ils passent par après, par rapport à l'équipe qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont, la star qu'ils ont, on attendait quand même un petit peu plus. C'est pas non plus, sur le papier, c'est pas non plus une équipe monstrueuse. Mais ça fait longtemps que le Portugal s'est pas présenté avec une équipe avec autant de talent. Cédric disait un truc intéressant avant, c'était. Chaque Coupe du Monde, chaque Euro. Non, je suis désolé. Tu disais un truc intéressant avant, c'est Ronaldo, là, finalement, son attitude, et quand on compare avec elle, il y a deux attitudes très différentes. C'est là où tu vas voir la différence, peut-être. C'est sur ce match-là. Pour moi, de toute façon, si Ronaldo a l'attitude qui va avec, il emmènera son équipe le plus loin possible, parce que c'est un des meilleurs. Par contre, s'il l'a pas et que il continue à l'avoir avec son équipe, reste motivé,
attention, le Portugal, ça va être difficile. Ouais, mais ça va être impossible pour le J'étais bien impressionné par Pépé, hein, sinon. Pépé, exceptionnel. D'ailleurs, Sergio, qui en dit tout le temps du bien, je suis assez d'accord avec. Après, tu comprends pourquoi Varane ne joue pas. Hein. Ah oui, ça, complètement. On a le temps de parler de l'Italie un peu. On a le temps, on y va. Il reste quelques minutes. Là, on peut bâcher par contre certains joueurs. On va pas bâcher parce que je veux quand même leur rendre hommage à l'Italie. Ils ont fait un super tournoi. Ouais. C'est vrai que je te chambre, Paolo, mais je reconnais que l'Italie, franchement, ce qu'ils ont fait contre la Belgique, ce qu'ils ont fait contre l'Espagne, c'est extraordinaire. Bah, tu me chambres, oui et non, puisque si, tu me chambres. Bon bref, mais en tout cas. Voilà. Donc non, mais voilà, je veux dire ça. On donnait pas cher de l'Italie avant l'Euro. Voilà, aussi. moi l'Italie au début du tournoi, j'y croyais pas du tout. Comptez ce qu'il a fait. Enfin pour moi, c'est l'équipe qui m'a donné le plus d'émotion, l'Italie. Là, c'est clair et net. Alors j'avoue que ça me fait mal de le dire, mais je suis assez d'accord. Et ça m'a fait mal au cœur de voir Buffon chialer, tu vois, ça m'a. Ouais, ça m'a. Je suis assez d'accord. Ça m'a truc. Après, voilà, ils ont fait un match extraordinaire contre l'Allemagne, qui, je pense, l'Allemagne était plus fort qu'eux. Oui. Après, voilà, il y a quand même des choses. Je me dis l'approche mentale. On parle toujours de mental. Des tirs au but, comment ça a été fait. Moi j'étais impressionné globalement quand même. Là ça s'est joué à rien sur les tirs au but. On peut critiquer, Zaza, Pelé, etc. Ouais. Pelé c'est son attitude. Pour moi, ouais. Après, c'est de dire chambrer Neuer en disant je vais faire une panenka et derrière faire une frappe de poussin. Je pense que dans cette situation-là, moi ce que j'ai vu, après, la plupart des tireurs, ce que j'ai vu sur les visages en tout cas, c'est quasiment tout le monde séché dessus. Ouais. Quasiment tous les tireurs, ils étaient là. Le visage de Schweinsteiger quand il a frappé, c'était absolument la souffrance. Ouais, mais attends, mais souvent pendant l'Euro et la Coupe du Monde, t'as souvent des grands joueurs qui loupent. Mais oui. Mais tu vois, par exemple Zaza, là il y a tout le monde qui va se foutre de sa gueule. D'ailleurs ça a commencé. Hein. Oui, il y a eu quelques petites vidéos. Il y a des petites vidéos et trucs, mais t'as pas confiance en toi, mais tu fais une mine, tu vises la tête du gardien, tu réfléchis pas, et puis si tu la mets au-dessus, tu la mets au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences pas à faire un tas de coup de la cigogne là. Ouais, mais après ça c'est des polémiques. Enfin pour moi c'est pas très intéressant. C'est pas une polémique, mais ce qui est intéressant c'est que moi j'ai vu un match personnellement, un grand match de football dans l'intensité. Ça je suis d'accord. Pas forcément. Je suis assez d'accord. Il y en a beaucoup qui l'ont bâché en disant que c'était un match ennuyeux au possible. Je suis absolument pas d'accord. C'est la plus belle connerie que j'ai pu entendre. Je pense que aussi quand tu regardes jamais du foot, que tu regardes des foot tous les 2 ans, tu fais chier en regardant ça. Complètement. Par contre quand tu t'intéresses un peu, tu vois l'évolution des équipes. Moi j'ai vu la maîtrise de balle entre Özil, Kroos et Schweinsteiger. Comment l'Allemagne a mené ses offensives, comment ils ont marqué, comment je pensais à un moment du match qu'ils allaient éclater l'Italie, parce qu'à 1-0 on était proche du 2-0, je pensais que c'était mort pour l'Italie et que l'Italie a eu les ressources pour aller, même s'ils gagnent, ils marquent sur un coup du sort, mais ils ont été le chercher quelques minutes avant. C'est Pelé qui a une occasion, je crois, ou Eder, je sais plus lequel, qui a une occasion énorme. Pelé, voilà, à côté. Et tu vois, cette capacité qu'a eu l'Italie justement à résister à cette Allemagne-là, à les amener à leur dernier retranchement et finalement montrer que cette équipe d'Allemagne, c'était pas des machines, c'est des êtres humains et qu'ils ont des faiblesses. Ouais, ça j'ai trouvé qu'il y avait une beauté dans ce match. Alors ce sera le mot de la fin puisqu'il est l'heure, 17h59 sur RBS. On se retrouve demain 17h pour le Morituro pour évoquer les matchs, vraiment encore une fois les quarts de finale, mais peut-être plus ce qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui. Et puis on évoquera mercredi la préparation des demi-finales qui s'annoncent. À demain 17h sur RBS. Ciao ciao. Ciao ciao.